Alors, salut tout le monde, on se retrouve donc pour la partie 3 des vidéos que je mets en tuto, en tout cas surtout pour ce qui est tueur, même si ça peut aider certains survivants. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit, je vais vous parler des perks des survivants, donc les perks les plus utilisés et ceux qui ont bien évidemment le plus d'importance et le plus d'impact. Donc on va vous présenter tout ça et comment les counter. Euh, Donc déjà, on va commencer par parler des perks d'épuisement. Donc qu'est-ce qu'un perk à épuisement? C'est un perk qui va vous donner très souvent un bonus contre le tueur. Donc c'est très souvent un bonus de vitesse de déplacement qui vous permet de courir plus vite que le tueur pendant un instant histoire de le semer. Mais il en existe quelques d'autres. Je vais vous présenter deux principaux, enfin trois techniquement. Donc comment ça se passe? C'est des paires qui vont vous donner un bonus suite à une action spécifique. Ça peut être une action très simple ou des choses un peu plus techniques comme stun le tueur par exemple. Et une fois que vous aurez eu ce bonus, vous allez avoir un debuff qui est le debuff épuisement, qui dure quand vous avez le perk au niveau 3 40 secondes. Et en gros, c'est un debuff qui va vous empêcher de réutiliser n'importe quel perk à épuisement. C'est pour ça qu'on peut en équiper toujours qu'un. Euh, qui en gros va descendre quand vous courez pas. Donc tant que vous êtes en course, le debuff reste tel qu'il est. Et à chaque fois que vous arrêtez de courir, ça va commencer à descendre. Et on doit rester comme ça 40, enfin, on doit rester 40 secondes du coup sans courir pour pouvoir perdre le debuff et pouvoir réutiliser du coup le perk à épuisement. Donc je vais vous en présenter trois qui ont enfin, qui sont les plus vus. Après les autres, je vous laisserai plus ou moins les découvrir. On va commencer par le Dead Hard, ou Drôlement dur en français. Alors c'est un perk de David King, et c'est vraiment un des perks, on va dire, les plus utilisés, hein, vraiment. Plus vous allez tomber sur les survivants qui ont beaucoup d'heures de jeu, plus vous allez en avoir qui l'ont. Hein. C'est pas rare d'avoir des parties où 4 survivants ont des dards. Hein. C'est un perk qui est très très utilisé. Donc, qu'est-ce que ça fait des dards? Alors, c'est un des perks justement épuisement qui est assez spécial pour le coup. Donc, c'est comparé aux autres, ça va s'activer, donc il va falloir l'utiliser. Donc, déjà, avant toute chose, c'est un perk que pour l'activer, il faut que vous soyez blessé. C'est le seul moyen de l'utiliser. Donc c'est bien de le préciser. Si vous passez directement de l'état en bonne santé à l'état critique, donc au sol, vous pourrez du coup pas l'utiliser, logiquement. Donc en gros, vous allez pouvoir utiliser votre touche d'action, on va dire, pour le faire. Et ça va vous faire un gros boost en avant, donc une sorte de petite ruée sur quelques mètres qui va vous permettre de gagner de la distance avec le tueur. Alors, cette petite ruée, faut savoir déjà un truc très important, c'est que pendant que vous la faites, donc vraiment pendant toute l'animation, hein, ça dure une petite seconde environ. Pendant toute l'animation de cette ruée, vous êtes totalement invincible. Le tueur peut vous toucher avec un pouvoir, il peut vous mettre une attaque de base. Si vous êtes en pleine animation, vous prendrez aucun dégât. Euh, Par contre, s'il vous touche forcément après l'animation, là vous prenez bien sûr les dégâts, ça c'est normal. Donc c'est un perk qui la plupart du temps va vous servir à deux choses. Donc ça va vous servir quand vous êtes blessé et que vous voyez que vous n'allez pas arriver par exemple à un obstacle ou une palette, vous pouvez dédard vers l'obstacle en question. C'est très efficace sur les palettes et ça vous permet souvent d'atteindre la palette à temps. Ça peut vraiment vous faire gagner la petite distance qui vous manque pour atteindre l'obstacle ou sinon vous serez fait toucher par le tueur avant. Donc c'est pas mal utilisé là-dessus. Et il y a une bonne utilisation du Dead Hard qui est faite aussi, c'est quand il n'y a pas d'obstacle, vous pouvez gagner un maximum de temps en attendant que le tueur charge un coup. En gros, les bons survivants, ce qu'ils vont faire, c'est attendre que vous commenciez par exemple votre lunge attack. Et dès que vous la commencez, ils vont Dead Hard. Du coup, votre attaque, vous allez normalement la rater si ça se passe bien parce que vous êtes trop loin. Et ben c'est finito, il va gagner de la distance et si vous n'avez pas de chance, il va pouvoir atteindre une palette ou quelque chose qui va vous embêter. Malgré tout, on peut le counter
Un petit peu, on va dire, hein, c'est pas du... En fait, le moyen le plus simple de counter un dead hard, en tout cas dans l'utilisation où le gars attend que vous fassiez une attaque, c'est vous attaquez pas et vous attendez qu'il claque le dead hard. Ça peut être plus ou moins compliqué, il y a des survivants qui veulent vraiment pas le claquer, qui vont vraiment attendre le dernier moment, donc ça embête un peu. Mais globalement, les survivants, quand ils vont vous voir trop proche, ils vont instinctivement dead hard parce qu'ils vont croire que vous allez mettre le coup. Et si vous l'avez pas mis, bah là, c'est free pour vous. Du coup, le survivant aura gagné une petite distance, mais vu que vous n'avez pas donné le coup, il en aura pas gagné beaucoup. Et donc, s'il a pas dead hard sur une palette ou quelque chose comme ça lui permettra pas de gagner et vous pourrez vite lui asséner un coup juste après son dead hard. Ensuite, on va parler du Sprint Burst ou course effrénée normalement en français. J'en parle aussi parce que c'est un des pairs qu'on trouve assez souvent et il peut être assez facilement counter si vous savez vous en sortir. Alors c'est un perk de Meg, on parlera après d'ailleurs d'adrénaline hein, pour elle. Donc c'est un perk qui va s'activer quand vous vous mettez à courir. Donc là, il faut juste se mettre à courir et hop, il s'active. Ça va vous faire courir à 150% de votre vitesse normale. Donc en gros, c'est comme je vous ai dit, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des perks à épuisement. Ça vous donne un gros bonus en vitesse de déplacement qui va vous permettre d'aller bien plus vite que le tueur et donc de le semer un petit peu. Ça dure 3 secondes. Et pareil, ça provoque épuisement pendant 40 secondes. C'est, comme j'avais expliqué tout à l'heure, pour tous les perks à épuisement. Alors, c'est un perk qui sert à gagner pas mal de temps. L'utilisation qu'on le fait souvent, qui embête les tueurs vraiment beaucoup, c'est quand, basiquement, un mec va attendre alors que vous l'avez vu. Il va par exemple attendre, je sais pas, à côté d'un générateur. Et dès que vous allez arriver, hop, au moment où vous allez vous préparer à lui asséner un coup, pareil, un petit peu dans le même style que le Dead Hard, il va se mettre à sprinter. Et du coup, vu qu'il est plus rapide que vous, votre coup va pas toucher et il va gagner pas mal de distance grâce à ça. Donc là, je vais vous donner le même conseil que pour le Dead Hard. Si vous savez que quelqu'un a un sperk ou si vous voyez quelqu'un qui attend assez bizarrement sur un générateur ou par exemple derrière un mur, au lieu de s'enfuir, alors que bon, normalement il devrait s'enfuir parce qu'il a compris par exemple que vous l'avez vu et que c'est pas normal qu'il reste là, c'est souvent qu'il va vous faire cette petite technique avec la course effrénée. Donc le mieux c'est vous donnez pas de coups, vous attendez de le voir commencer à courir et s'il a bien course effrénée, ben là il va vous tracer, hein, de toute manière vous pourrez pas le taper. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez le courser au bout de 3 secondes, le perk s'arrête et donc vous pouvez tout à fait après faire une chase normale à ce niveau-là. Ensuite, on va parler donc d'adrénaline. Alors, adrénaline, j'en parle parce que déjà, c'est vrai que c'est un pair qu'on voit quand même assez souvent à ce niveau-là. Et c'est un perk qui est malgré tout assez spécial aussi, donc je préfère le mentionner. Alors, c'est un perk à épuisement aussi, mais il ne s'utilise pas comme la plupart des perks à épuisement. En gros, adrénaline, ça va s'activer quand quand les générateurs sont finis. Dès que tous les générateurs sont finis et donc que les portes sorties sont alimentées, ça va déjà vous enlever l'effet de statut épuisement. Faut le savoir. Une fois ça va activer le perk. Donc ça va déjà vous soigner. Donc si vous étiez blessé, vous allez être en bonne santé. Et si vous êtes au sol, vous allez vous relever tout seul en étant blessé du coup. Et ça va vous donner un gros bonus de vitesse de déplacement. Donc je vérifie juste la durée. Voilà, de 150%, mais là pendant 5 secondes. Donc c'est plus longtemps que le Spring Burst. Donc j'en parle parce que c'est un perk qui est assez gênant, surtout en pleine chase. Parce que si vous avez, admettons, blessé un survivant, il y a des timings qui vont faire que alors que vous commencez à le rattraper, hop, les générateurs sont faits, le mec avait ce perk là, donc il est soigné, il court plus vite, donc il vous trace. En plus, c'est quand même 5 secondes, donc c'est assez conséquent. Et c'est assez embêtant, on va pas se mentir.
Bien sûr, une fois que le perk a fait son effet, là, il vous remet épuisement. Donc, même si vous l'aviez, il s'active quand même, mais à la fin, après avoir été activé, il vous le remet, donc vous pourrez pas utiliser un autre perk à épuisement derrière, quoi. Donc c'est un perk en termes de counter, il n'y a pas grand chose à dire. Ça, faut juste se méfier quand les portes de sortie s'alimentent. Euh, faut un peu être vigilant là-dessus et se préparer s'il y a un mec qui a ça. C'est question de pas être surpris, mais après, c'est vrai que si vous êtes sur le fait accompli en pleine chaise d'un mec qui se soigne et qui s'en va bien loin de vous, bah, vous y pourrez pas grand-chose là pour le coup. Faites attention aussi aux mecs qui sont au sol, hein, parce que si tous les générateurs sont finis et qu'il a ce perk là, ça le relève aussi, donc c'est assez gênant. Ensuite, on va parler des perks à bénédiction. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les autres vidéos. Les perks à bénédiction, en gros, c'est des perks qui fonctionnent donc, en bénissant des totems. En gros, vous allez bénir un totem, qu'il soit passif ou ex d'ailleurs. Donc, le totem va rester debout, hein, vous n'allez pas le détruire, et ça va mettre une petite lumière bleue sur lui. En gros, tous les survivants qui seront dans une certaine zone autour du totem vont avoir des bonus. Donc en tueur, faut savoir que si quelqu'un bénit un totem ex, ben, ça va enlever votre ex. Donc c'est assez chiant. Et faut savoir aussi que vous pouvez facilement débound les totems. Donc vous trouvez le totem, il fait une sorte de petit bruit bizarre. Et quand vous êtes dessus, vous avez une petite animation pour enlever la bénédiction et enlever le bonus dans la zone. Donc je vais vous en parler de deux types. On va d'abord parler de cercle de soins, qui est, je pense, le boon le plus utilisé. En gros, ça va faire que tous les survivants gagnent un gros bonus de soins. Je crois qu'ils soignent 2 fois plus vite dans la zone. Et ils peuvent s'auto-heal. Donc c'est un rayon de 24 mètres. C'est c'est le boon le plus utilisé en vrai et que vous allez le plus souvent rencontrer. C'est pour ça que j'en parle. Oh, bah là, je vais pas parler des counters, hein, puisque basiquement le counter d'un boon, hein, c'est des boons. Donc pour le perk juste après, ça sera la même chose, donc je vais pas entrer dans les détails. Ensuite, on a le deuxième boon que je vais parler, c'est Marche de l'ombre. Alors oui, on le voit un peu moins souvent, mais j'en parle parce que c'est vrai que quand on le voit, il peut être assez gênant, surtout si vous le connaissez pas. Donc pareil, c'est 24 mètres autour du totem, et en gros, tout survivant qui est dans cette range autour du totem ne va pas laisser de marque d'éraflure en courant. Donc c'est un perk qui va être assez chiant, surtout dans des maps où il y a beaucoup de coins, et donc où on voit pas forcément le survivant et on se repère plus aux traces d'éraflure. Donc c'est vrai que c'est un perk qui peut être assez gênant. Donc pareil, vous pouvez débound, ce qui va faire que du coup les traces vont réapparaître. Mais il faut savoir que d'ailleurs l'effet du boon persiste 3 secondes, donc ça mettra un peu de temps avant que les traces d'éraflure commencent à réapparaître. Quand quelqu'un court du moins. Mais ouais, du coup c'est un perk qui peut être assez chiant, donc je préférais en parler là. Ensuite on va parler des perks anti-tunnel. Donc les perks anti-tunnel, je les ai classés comme ça parce que c'est basiquement des perks qui vont vous punir si vous vous amusez à tunnel quelqu'un, donc à le focus et on va dire le down en boucle. Donc on va d'abord parler de Sur la réserve, qui est un perk de build. C'est vrai que je n'ai pas parlé, les boon totems d'avant, donc les deux boon totems que j'ai parlé avant, c'est des perks de Michael, hein, je le précise, pour ceux qui seraient intéressés. Donc, je parlais de Sur la réserve, qui est un perk de build. Donc, Sur la réserve, ça fait quoi? Ça va faire que quand le survivant en question décroche un autre survivant, le survivant qui est décroché va obtenir endurance pendant 12 secondes. Endurance, ça fait quoi? Ça fait que le survivant, s'il prend un hit pendant qu'il a ce buff, même si en étant blessé, hein, il faut qu'il soit blessé, ce qui va être le cas s'il vient de se faire déhook par quelqu'un, et ben il va pas être à terre comme il devrait l'être. Au lieu d'être à terre, il va avoir un boost de vitesse de déplacement comme s'il s'était fait taper alors qu'il était en bonne santé, et il va pouvoir du coup s'échapper au loin. Donc c'est un perk qui a pour but vraiment de vous embêter si vous amusez à tunnel et de faire perdre du temps.
Malgré tout, il peut vous embêter aussi si vous tunelez pas, parce que si par exemple vous êtes à côté de quelqu'un qui vient de se faire des hooks et que on va dire vous baquez sur le hook pour par exemple taper le mec qui vient justement de des hooks, bah, le mec qui lui était accroché pour protéger son mate, il va des fois pas hésiter à passer devant vous, il y a votre body block pour vous forcer à donner un coup. Vu que lui il a endurance, il s'en fiche, il va pouvoir courir au loin après. Et ça va faire perdre du temps sur la chase du gars que vous vouliez taper à la base. Donc là, j'ai pas. En termes de conseils, moi ce que je vous conseille, si quelqu'un a du coup endurance suite à ça, donc quelqu'un qui vient de se faire des hooks, déjà partez du principe que quelqu'un qui se fait des hooks a endurance. C'est généralement ce qu'il vaut mieux faire parce que c'est un pair qui est très joué, donc il y a de grandes chances que ça soit véritablement le cas. Surtout, bien évidemment, si vous tombez sur des survivants qui débutent pas, hein, bien évidemment. Donc le mieux, c'est d'essayer de pas se faire bodyblock si vous voulez taper l'autre survivant. Et donc d'essayer de l'esquiver, hein. Tous les survivants vont pas vous bodyblock horriblement. Il y en a certains qui vont même pas le faire. Il y en a d'autres qui vont essayer, mais vous allez pouvoir les contourner, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Si vraiment il vous gêne, ben donnez-lui un coup, hein, vous n'avez pas toujours le choix. Et sinon, vous pouvez toujours attendre les 12 secondes. Hein. Littéralement, vous comptez le temps depuis le déhook. Et une fois les 12 secondes passées, là, vous pouvez donner votre coup. Le survivant ne pourra rien faire. Il pourra peut-être dédard s'il l'a, bien évidemment. Faites toujours attention à ça. Mais ça sera plus ou moins tout. Ensuite, pour le deuxième perk anti-tunnel, donc on va parler de coup décisif, qui est un perk de Loristrode. Donc coup décisif, comme vous allez le voir, il est assez long à expliquer, c'est un sacré pavé, mais en vrai, c'est assez simple. C'est quand vous avez été libéré du crochet, coup décisif s'active, donc pendant 60 secondes, donc une minute. Donc l'effet du perk, c'est que si pendant ces 60 secondes, le tueur vous ramasse, que ce soit parce qu'il vous a down et pris, ou parce qu'il vous a ramassé dans un casier, enfin bref, quand il commence à vous porter sur son dos, vous allez avoir un test d'habilité difficile à faire, et si vous le réussissez, vous allez échapper du coup de l'épaule du tueur et le stun pendant 5 secondes. Donc c'est un perk qui est assez apprécié quand même, on le voit aussi pas mal de fois. Faut savoir que bien évidemment, si vous réussissez à rater le test d'habilité, coup ici va se désactiver, hein, comme c'est écrit là. C'est vraiment un perk qui va vous punir si vous tunelez parce que vous allez down un mec que vous venez d'accrocher, il va avoir ce perk et ça va être un beau stun pour vous et du coup une belle perte de temps. Faut savoir aussi que coup décisif ne peut être activé que si le survivant ne fait pas d'action. Donc s'il se met à réparer un générateur, soigner se soigner lui ou soigner d'autres survivants, faire des totems, saboter des crochets ou même des hooks d'autres personnes, coup décisif va se désactiver. C'est une info importante à savoir. Bon, il y a des fois des gens qui peuvent fake par exemple de faire un générateur pour faire croire qu'ils l'ont plus. Mais globalement, c'est une info très importante. Le seul truc que le survivant pourra faire, c'est se laisser soigner. Donc un autre survivant le heal et avoir full vie et toujours avoir le perk coup décisif. Mais c'est vraiment la seule chose qui pourra se passer. Et il faut que ce soit un autre survivant du coup qui le heal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce perk? Comment le counter, c'est très simple. C'est quand. C'est pareil, c'est un perk qui vaut mieux considérer que tout le monde a. Surtout dans les plus hauts niveaux, vu que c'est un perk très joué, vaut mieux considérer ce fait-là. Donc, si jamais quelqu'un vient d'être des hooks, la personne qui vient de se faire des hooks, évitez de la prendre pendant une petite minute. Si vous voyez qu'elle a fait bien sûr des actions comme des générateurs, là c'est pas gênant, mais sinon vraiment évitez. Faites attention aussi parce qu'il y a des survivants qui, une fois des hooks, s'ils vous voient et qui vous tombent dessus par exemple, ils vont s'amuser à vous taunt et vous pousser à les prendre. Ils vont en particulier par exemple se mettre dans les casiers
parce que quand vous allez... faut savoir que je l'ai jamais dit, mais bien sûr, quand vous fouillez un casier et qu'il y a un survivant dedans, vous le prenez directement sur votre épaule, même s'il était soigné d'ailleurs. Et donc bah là, le perk va pouvoir prendre instantanément, donc il faut faire attention de ne pas se faire bait à ce niveau-là, il y en a, ils s'amusent à faire ça. Donc c'est un peu le seul moyen de counter, hein, faut vraiment pas pousser. Si vous downez quelqu'un qui vient d'être déhook, bah vaut mieux par exemple le laisser à terre. Ça vous évite de prendre le stun. Donc ça vous gênera pas à ce niveau-là. Ensuite, on va parler d'un perk de vision. Alors ça va être le seul perk que j'évoque en termes de vision parce que bah, c'est le seul qui selon moi peut vous gêner. Et de toute façon, globalement, les autres perks de vision, vous pouvez pas y faire grand-chose. Je veux dire, les survivants vont vous voir dans certaines circonstances et ça, vous y pouvez pas grand-chose. Alors maintenant, on va parler de frisson. Alors frisson, c'est un perk assez spécial en termes de perk de vision puisque ça va pas vous montrer les auras. Ça va faire que quand vous êtes en survivant, il va être désactivé de base. Et quand un tueur dans un rayon de 36 mètres, ce qui est quand même beaucoup, va regarder dans votre direction, là le perk va s'activer, ce qui va vous donner l'info qu'il y a le tueur qui vous regarde. Et ça, comme effet si secondaire, je le dis, de faire les actions un peu plus vite, donc 6% au level 3. Donc ça marche sur toutes les actions, hein, vous le voyez, sauter par les fenêtres. Ce qui peut permettre sur certains timings d'avoir la fenêtre et de pas se faire toucher, là où des fois ça passerait pas. Ça réparer des gènes, décrocher, saboter des crochets. Et ouvrir les portes de sortie. Alors généralement ça a beaucoup d'impact, c'est sur des timings serrés, par exemple quand on ouvre les portes et qu'il reste très peu de temps, les 6% ça peut vous aider à l'ouvrir à temps avant que le tueur arrive. J'ai dit la même chose pour sauter les fenêtres, c'est la même chose pour saboter des crochets, et c'est la même chose aussi pour réparer un gène et le finir quand le timing est très serré et qu'on veut absolument le finir. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas mal aussi à ce niveau-là, ce petit bonus-là. Donc c'est un perk qui va être assez gênant pour la vision qu'il donne aux survivants, hein, parce que, bon, pour rappel, l'horizon de terreur d'un tueur de base, quand il n'est pas modifié, c'est 32 mètres. Donc ça vous donne quand même 4 mètres en plus. Quand un tueur arrive sur vous, 4 mètres peut le permettre de se cacher un peu mieux, hein, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, il sait que vous regardez vers lui, donc il sait que vous allez probablement vers lui, donc il va pouvoir savoir si vous venez bien pour lui ou si vous passez juste dans la zone de chase quelqu'un d'autre. Donc c'est des infos qui sont vraiment pas mal à prendre. Il va être surtout très gênant pour les tueurs qui vont jouer avec indétectable, donc que ce soit via leurs compétences ou via leur perk. Donc indétectable, pour rappel, c'est on n'entend pas votre rayon de terreur, donc vous êtes fufu, hein, on vous entend pas, vous pouvez surprendre des gens avec ça. Bah, quand vous jouez avec ça, c'est vrai que Frisson va être gênant parce que même si vous êtes en fufu, bah, le mec va savoir que vous regardez vers lui, donc va commencer à se méfier s'il n'entend pas votre rayon, quoi. Il va se douter que vous êtes sûrement en fufu. Après, il peut être assez facilement counter, c'est pour ça que j'en parle aussi. Bon, moi, je le counter assez rarement, mais si vous pensez qu'il y a un frisson, et surtout si vous jouez avec la furtivité, comme je disais avant, et ben le mieux c'est de pas regarder dans la direction de là où vous pensez qu'il y a le survivant, par exemple vers le gène ou vers la porte de sortie typiquement. Parce que du coup, ça va pas lui donner l'info. Et en particulier, si vous êtes en fufu, quelqu'un qui a frisson et qui a pas son frisson qui pop, bah, va être moins méfiant et va pas forcément se douter que vous lui arrivez dessus et que vous évitez juste le regard. Donc c'est vrai que là, à ce niveau-là, ça peut se retourner contre eux et ça peut les surprendre. Mais bon, à part ça, ça reste un pair que on peut pas. Bah, on counter pas à toutes les games personnellement. Après, bon, c'est parce que aussi c'est pas un pair qu'on voit aussi souvent que le Dédard, hein. Vous allez pas le voir à toutes les games normalement. Vous allez le voir de temps en temps parce que c'est quand même un perk assez populaire, mais pas autant qu'un Dédard. Peut-être que vous le verrez, peut-être que ça se voit plus à bas rank parce que vu que c'est un perk qui est disponible dès le début du jeu, c'est vrai que c'est plus facile pour les survivants qui ont pas beaucoup d'heures de l'avoir. Mais bon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus. Ensuite, on va parler de quelques perks. Alors, je dis de soins. Il y en a un qui concerne le soin en particulier, donc c'est Prophylaxie, qui est un perk de Claudette.
Donc un perk vraiment pareil, hein, qui est très utilisé. Je vais plus l'évoquer parce que en gros c'est juste un perk qui vous permet de vous auto-heal. Donc sans trousse de soin bien sûr. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est pas mal. Alors vous soignez très lentement, donc généralement on évite, mais dans certaines situations ça peut quand même sauver. Et faut savoir aussi que ça augmente l'efficacité des auto-soins avec des trousses de soins du coup de 20%. Donc 20% c'est quand même pas mal, et c'est pour ça que c'est un perk qui est aussi assez apprécié. Généralement il se joue avec une trousse de soins et comme ça vous pouvez vous auto-heal très vite. Euh, Et du coup, je le mentionne parce que ça fait partie des perks qui vont permettre aux survivants de se heal assez rapidement, surtout s'ils sont isolés. Bon, s'ils sont en groupe, hein, ils pourront se heal entre eux. Donc si en plus ils sont des trousses de soins, forcément là, ça sera rapide aussi. Donc avec le cercle de soins, ça fait vraiment partie des deux perks de soins qu'on trouve les plus souvent. Et même si le cercle de soins est plus efficace, donc le boon, hein, je parle bien, ben lui, il nécessite pas de bannir un totem, donc c'est vrai qu'il a ce petit avantage-là. Après, bon, il n'y a pas vraiment de parler à comment le counter, hein, c'est vraiment un perk qui vont aider les survivants. Je voulais le mentionner parce que c'est ce qui peut expliquer des fois qu'un survivant se heal très vite avec sa trousse de soins. Si en plus il en a mis une très très bonne, bien sûr. Ensuite, on va parler de volonté de fer. Alors là, par contre, c'est un perk qui va beaucoup plus vous gêner. Donc c'est tout simple. Donc au niveau 3, c'est un perk qui va faire que vos gémissements de douleur qui sont dus à des blessures, donc quand vous êtes blessé en gros, vont être réduits totalement, enfin vont être annulés. Donc c'est bien au level 3, hein. Si vous l'avez pas level 3, ça va juste les diminuer, mais ça va pas être totalement. Donc c'est un perk qu'on retrouve aussi. Alors, comparé aux autres que j'ai pu mentionner avant, je trouve qu'on le voit un peu, quand même beaucoup moins. Mais ça peut arriver de tomber dessus. C'est quand même un perk qui est assez apprécié et qui est assez chiant parce que ben, du coup, si vous avez tendance à vous repérer au son, ben là, vous n'allez pas pouvoir vous repérer au bruit de gémissement. Euh, donc il n'y a pas vraiment moyen de counter ça en soi. C'est un peu comme prophylaxie. Malgré tout, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voyez quelqu'un qui fait pas de bruit de gémissement alors qu'il est blessé, donc c'est sûrement grâce à ce perk. Et du coup, bah, faites-y attention. Vous savez qu'il fait pas de bruit de gémissement, donc vous savez que vous pouvez pas le repérer au son. Donc c'est juste une info à regarder dans un coin de tête. Si vous cherchez survivant en particulier, vous dites oui, c'est vrai qu'il a ce perk là, donc je l'entends pas. Donc faut pas que je me repère juste au son. Faut que j'essaie vraiment de chercher visuellement où il peut être. Et enfin, comme dernier perk, on aura déjà fait le tour. On va parler d'indéfectible, donc qui est encore un perk de Bill, hein. Alors, indéfectible, j'en parle parce que. Alors, c'est pas un perk qui est justement très utilisé. Comparé aux autres, là pour le coup, on est vraiment sur un perk que vous allez voir beaucoup plus rarement. Mais j'en parle parce que sa capacité peut être assez chiante. Donc, déjà, ça fait que vous récupérez 35% plus vite de l'état critique, quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours un bon bonus à prendre à ce niveau-là. Donc 35% c'est pas mal, hein. Pour rappel, quand vous êtes en état critique, vous pouvez récupérer par vous-même jusqu'à 90% je crois de la barre. Une fois que vous êtes à 90%, non je crois que c'est 95 d'ailleurs, une fois que vous êtes à 95, les 5% restants doivent être soignés par un survivant qui vient vous aider. Et s'il le fait, ça permet de vous relever et vous pouvez refaire votre vie sur vos deux jambes en étant, bon, pour le moment blessé, mais vous êtes relevé. Donc il faut savoir que c'est pas juste pour sa vitesse de récupération qu'un effectible est pris, il est surtout pris parce qu'une fois par partie, on peut se relever tout seul avec ce perk. Donc attention, je dis bien une fois par partie. Donc si vous êtes redown une deuxième fois, vous pourrez plus vous relever une deuxième fois tout seul. Donc j'en parle parce que même si c'est un perk qui est pas très utilisé, parce que ben c'est assez rare d'avoir l'occasion de le proc, hein. Souvent les tueurs ils prennent le survivant et ils l'accrochent directement. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là il a pas tellement d'utilité. Des fois quand vous pouvez slug par exemple en fin de partie, quand il reste que deux survivants que vous les avez repérés et que vous les tombez tous les deux pour pas qu'ils puissent avoir la trappe,
bah, ça peut arriver que l'un des deux est indéfectible et donc qui se relève tout seul. Donc c'est pour ça que je préfère en parler parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut proc dans certaines games et ça peut même des fois retourner un peu la situation et faire que les survivants survivent alors qu'ils étaient tous au sol et qu'ils étaient censés mourir. Donc c'est vraiment pour ça que j'en parle. Au niveau des counters, bah, j'ai pas grand conseil. Moi généralement, j'apprécie. Enfin, je vous conseille pas trop de slug. On préfère s'assurer des hooks de survivants. Donc dès qu'il est au sol, on le prend et on l'accroche, hein. À moins qu'il y ait des problèmes de lampe torche, comme j'ai pu parler dans la vidéo d'avant. Enfin, au moins que vous voyez que ça va pas être possible de le prendre, bien évidemment. Je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est pas rare de voir des survivants euh, qui, avec leur perso, jouent au moins un, voire même deux de leurs trois perks de base. Donc particulièrement sur les survivants qui n'ont pas beaucoup d'heures de jeu, hein, donc quand vous êtes au début, on est survivant assez bas level, ça va être encore plus le cas puisqu'ils auront pas trop le choix, hein, ils vont prendre les perks qu'ils ont parce que souvent ils sont quand même assez sympathiques. Donc là, pour les exemples que j'ai cités, ben, typiquement si vous voyez un build, attendez-vous à ce qu'il est sur la réserve indéfectible. Sur la réserve, il y a de grandes chances vu que ben, c'est un perk très apprécié, hein. Et indéfectible, plus au début de jeu, hein, surtout si il a pas grand-chose d'autre à mettre, c'est clair qu'il va le prendre parce que même si c'est situationnel, ça peut sauver des games comme j'avais dit avant. Donc pareil, hein, je vais pas refaire toute la liste, mais si vous voyez une Meg, c'est pas étonnant par exemple qu'elle ait des courses effrénées, adrénaline d'équipée. Donc si vous connaissez un peu les perks des survivants, et que vous voyez que les survivants ont pas l'air non plus d'avoir 4000 heures de jeu, quoi, faut s'en méfier, hein, c'est vrai que c'est pas rare à ce niveau-là, ça peut donner des indices. Après forcément, bon, quand vous allez arriver sur des survivants qui ont beaucoup plus d'heures et qui ont pu XP beaucoup de persos, bon là ça va être moins vrai puisque bon ben ils auront un peu débloqué tous les perks qu'ils veulent sur leur perso fétiche. Donc il y a beaucoup de chances qu'ils aient d'autres perks justement à équiper autres que les perks de leur perso. Voilà voilà. Bah sur ce, je pense que ça conclut assez bien cette vidéo sur les perks. Euh, Bah après, si vous voulez vous améliorer un peu au jeu, je pense que j'ai plus ou moins dit tout ce qui pouvait être dit sur les bases du jeu dans ces trois vidéos. Après, c'est surtout de l'entraînement et maîtriser les pouvoirs des tueurs que vous souhaitez jouer, quoi. Comme j'avais dit dans ma partie 2, je ferai des tutos spéciaux sur chaque tueur que je joue moi personnellement. Donc je vais préparer ça tranquillement, ça sortira quand j'aurai le temps de bien tout faire. Je veux que ça soit quand même un minimum propre. Euh, Et donc voilà, donc pour ce qui est de cette vidéo, je vais vous laisser. J'espère qu'elle vous aura plu et aura pu vous aider. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.